Bonjour. Bonjour mes chers étudiants, voilà, on se retrouve pour la seconde séance pour dispenser le programme de d'occlusodontie. Donc la fois dernière, nous avons vu le premier cours qui concerne les formes cliniques qui intéressent la pathologie de l'appareil mandicateur. Si vous entendez bien, vous me faites signe. Si vous n'entendez pas, vous me faites signe aussi. Donc voilà, j'entame le cours sur les dysfonctionnements de l'appareil mandicateur. Je vais commencer juste pour faire un petit rappel par rapport à la dernière fois. Donc, je résume en quelque sorte ce qu'on a fait. Nous avons parlé de la forme clinique qui est une urgence fonctionnelle. Ça se manifeste cliniquement par une symptomatologie précise. Vous pouvez voir ça sur votre cours. La symptomatologie, elle est caractérisée par une manifestation musculaire, des manifestations musculaires. Ces manifestations musculaires peuvent être sous forme de douleur. Ces douleurs ont pour origine soit un spasme, parfois une limitation de l'ouverture buccale. Ça peut se manifester aussi par une augmentation du volume des muscles masticateurs. Alors, ces douleurs, on a parlé de ce qu'on appelle le réflexe déglissage. Ce réflexe déglissage, c'est un réflexe de protection déclenché par le système nerveux central qui va limiter le mouvement musculaire, qui va augmenter le mouvement du muscle antagoniste par rapport au muscle contracté, c'est pour toujours trouver un équilibre. Donc, nous avons aussi la symptomatologie qui peut se manifester aussi sous forme de courbature. Ça peut être aussi... une seconde. Je reprends tout. « 58, qu'on aurait 8. Je reprends le tout. Je reprends. Non. D'accord, très bien. Vous m'excusez de cette discussion. Tu as coupé le micro. Non? Très bien. Là, nous avons une administration qui veille à ce que tout le monde soit dans les bonnes conditions. Ça, c'est important. Bien, donc je continue. Donc, c'est un patient qui va se présenter en urgence. C'est une urgence fonctionnelle qui va se présenter pour des douleurs musculaires qui peuvent être sous forme de spasme. Donc, il va vous dire, j'arrive pas à bouger, ou bien quand je bouge,
je n'arrive pas à contrôler et la mandibule va vers le sens contraire. Ça peut être aussi des sensations de courbature. Ça peut être aussi comme manifestation des spasmes musculaires. C'est une contraction qui ressemble un petit peu à un durcissement du muscle. Voilà ce qu'on appelle un spasme. Parfois, le patient consulte aussi pour une rupture de l'esthétique, c'est-à-dire un côté du muscle qui est plus augmenté. Ça peut être des douleurs myofaciales, c'est des douleurs le long du nerf facial. Ça peut aller vers l'œil, ça peut aller vers l'oreille interne. Ça peut être aussi des limitations de l'ouverture buccale. Donc, ça concerne la symptomatologie qui concerne les muscles. On peut avoir une deuxième catégorie de manifestations, ça concerne l'articulation temporomandibulaire. Donc, le patient, il va vous dire j'ai mal, il va vous préciser une localisation osseuse. Cette localisation, elle peut être soit dans la région prétragienne, soit dans la région rétrotragienne. S'il y a quelque chose, vous me faites savoir, comme ça, je pourrai intervenir et répondre à vos questions. Donc, ces manifestations articulaires peuvent se manifester pendant la mastication. Donc, souvent, il vous dit vers la mastication. Parfois, il vous dit au réveil. Parfois, il vous dit tard la nuit que j'ai cette manifestation articulaire. Deuxième manifestation qu'on peut avoir au niveau de l'articulation, ce sont les bruits. Et les bruits sont de deux formes. Vous avez les claquements, c'est-à-dire un bruit audible que le patient peut entendre lors de la mastication, que son entourage aussi peut entendre. Comme on peut avoir des crépitations. Les crépitations, c'est comme le bruit des feuilles en automne, c'est-à-dire c'est un frottement de l'articulation contre la cavité glénoïde. Et ça, on peut le mettre en évidence lors de la palpation intra-auriculaire, c'est-à-dire pour le mettre en évidence, vous allez introduire, bien sûr avec une paire de gants, le petit doigt, hein, donc le pouce au niveau du conduit auditif externe, et là vous allez sentir l'articulation qui va se frotter, qui va venir s'écraser contre l'appareil, contre la cavité glénoïde. Voilà ce qu'on appelle les crépitations. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme manifestation au niveau de l'articulation mandibulaire? Ce sont les ressauts. Les ressauts, c'est-à-dire vous allez avoir l'articulation qui va se avancer, qui va se déplacer. Ensuite, elle fait un mouvement de saut. C'est pour ça qu'on appelle le ressaut. Et ces ressauts peuvent être aussi prendre la forme d'une subluxation. Une subluxation, c'est-à-dire une élongation importante des tendons qui retiennent l'articulation temporomandibulaire, et on parle surtout de subluxation condylienne. Souvent, cette subluxation va se manifester comme un blocage en bouche ouverte ou bien une ouverture buccale qui dépasse les 47 mm. On vous dit moyennement l'ouverture doit être de 35 à 47 mm. C'est l'équivalent de 3 travées de doigts du patient. On peut avoir d'autres manifestations, mais celles-là, on les met surtout en évidence lors d'un examen d'IRM. Ce sont les inflammations au niveau du disque, ce sont les rétrodicites. On peut cliniquement, ils peuvent se manifester aussi par des douleurs dans la région postérieure de l'articulation qui peuvent être compliquées ou bien aggravées lors de la pression. On peut les mettre en évidence aussi quand on va faire les tests cliniques, et ça, nous allons passer aux tests cliniques. Les tests cliniques vont nous permettre de diagnostiquer deux types de dysfonctionnement de l'appareil mandicateur. Un déplacement discal réductible et un déplacement discal irréductible. Le déplacement discal réductible, on vous dit, surtout il est associé au ressaut. Au début, vous allez voir sur le schéma suivant, le disque il est situé en avant. Le disque il est situé en avant de l'articulation temporomandibulaire. Ça, c'est au début du mouvement. Ensuite, l'articulation mandibulaire va faire, donc quand il va y avoir un léger mouvement d'ouverture, c'est-à-dire une rotation de l'articulation mandibulaire, ça correspond à une ouverture à peu près de 2 mm.
vous allez avoir l'ATM qui va faire un ressaut. Donc, il va sauter pour rattraper le disque. Et c'est là où on va entendre le claquement et on va entendre aussi euh, le ressaut, qu'on va voir le ressaut et aussi on peut entendre le claquement. Ensuite, on va terminer le mouvement d'ouverture et ce mouvement, ce ressaut ou bien ce claquement, on peut le ressentir aussi lors de la fermeture où l'ATM va aussi essayer de rattraper le disque articulaire. C'est pour ça que quand on parle de déplacement discal réductible, il est associé au bruit articulaire. Par contre, le déplacement discal irréductible, voilà, le déplacement discal irréductible, le disque il est placé en avant de l'articulation, en avant de l'ATM, du début jusqu'à la fin du mouvement. C'est pour ça que dans le déplacement discal irréductible, il n'y a pas de bruit articulaire, il n'y a pas de claquement. Troisième manifestation, c'est l'hyperlaxité ligamentaire. Parfois, elle est associée à des phénomènes généraux et aussi le phénomène de luxation temporomandibulaire, c'est-à-dire un phénomène aigu auquel l'ATM peut être soumis. Nous allons avoir aussi d'autres manifestations. Donc, on a vu les manifestations musculaires, on a vu les manifestations articulaires. Maintenant, les manifestations alvéolo-dentaires, on peut les voir sous forme, au niveau de la couronne dentaire, sous forme des abrasions. On peut avoir des douleurs. Généralement, ce sont des douleurs qui sont situées en regard des apex, c'est-à-dire au fond, au fond de la zone de réflexion muqueuse. Au niveau du vestibule, on peut avoir des douleurs en regard des apex. Ces douleurs sont dues à l'écrasement de l'organe dentaire contre son alvéole au fond en regard de l'apex. On peut avoir aussi des manifestations parodontales comme les récessions, comme des douleurs au niveau de l'alvéole, au niveau des processus alvéolaires. On peut avoir aussi des manifestations comme aussi des mobilités dentaires. La mobilité dentaire, c'est un signe d'alarme qui dit que la dent n'arrive pas à supporter cette charge occlusale ou bien ce contact exagéré. On peut avoir des manifestations loco-régionales comme des douleurs cervico-faciales, c'est-à-dire des douleurs au niveau du cou. On peut avoir des céphalées, des sensations d'oreilles bouchées, qu'on appelle les acouphènes et les bourdonnements d'oreilles. On peut avoir aussi des douleurs au niveau de la posture. Euh, donc, ça dépend chacun comment il va vivre ces manifestations à distance. Les tests cliniques. Donc, les tests cliniques pour mettre en évidence si c'est un dame musculaire ou bien un dame articulaire. Nous avons le premier test, on a vu la dernière fois, le test de Croc-Thompson, et on le met en évidence avec du bois tendre, c'est l'équivalent à peu près d'un abaisse-langue. Donc, vous le mettez du côté douloureux. Si vous avez une aggravation de la douleur de ce côté-là, donc c'est un dame musculaire. Par contre, si vous avez un soulagement de ce côté-là, c'est-à-dire que le bâton de bois tendre, il a replacé l'articulation, donc soulagement du côté douloureux, du côté là où on a mis pardon, la baisse-langue, dans ce cas-là, on parle de dame articulaire. Je reprends. Si vous avez des douleurs, donc à la consultation, vous allez voir du côté douloureux. Vous placez votre abaisse-langue. Du côté où vous avez placé votre abaisse-langue, si vous avez une aggravation de la douleur, ça veut dire que c'est un dame musculaire. Par contre, si vous avez un soulagement, c'est un dame articulaire. Voilà. Nous avons d'autres tests, c'est le test de résistance élastique. Là, vous allez presser au niveau de la mandibule en ouverture maximale. Donc, si vous sentez une résistance élastique, dans ce cas-là, si vous avez une résistance élastique, là, on parle plutôt de dame musculaire. Par contre, si vous avez une résistance dure, ça veut dire là, vous avez
Une seconde. Voilà. Si vous avez une dure, ça veut dire que vous avez un dame articulaire. Voilà, donc je continue. Très bien. Bien, là, je continue. Demander la réactivation du micro. Le micro n'est pas actif. Une seconde. Non, il est actif. Une seconde. Aïe, aïe, aïe. Le micro est actif, faites-moi signe. C'est arrêté car la fenêtre partagée a été fermée. Une seconde, je reprends le partage. Voilà. Donc voilà, on est arrivé, je vous ai fait un résumé à peu près de ce qu'on a vu la dernière fois. Cette fois-ci, on va voir les traitements. À un moment donné, ça s'est fermé, je ne sais pas. Voilà. Donc, on va voir cette fois-ci, normalement pour aujourd'hui, les traitements. Donc, je vous ai fait tout un rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Et cette fois-ci, nous allons voir des messages le son rah. Fermez le micro, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Il y a des gens qui attendent votre confirmation de demande d'accès. En salle d'attente 8, entre-temps... D'accord, donc on s'excuse un petit peu de ce... On passe aujourd'hui au traitement. Donc s'il y a quelque chose, avant de passer au traitement, est-ce que vous avez une question? Non, pas de question? Je continue? Pas de question, je continue? Très bien, donc je continue. Alors, je vais voir où c'est, il y a des questions. La fenêtre que j'ai ne me donne pas les questions. Une seconde. Bon, je vais continuer et vous écrivez les questions, comme ça on ne va pas perdre beaucoup de temps. Ok? Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer la thérapeutique, c'est-à-dire comment on va traiter un patient qui se présente pour des douleurs articulaires ou bien des douleurs musculaires. Donc, c'est important de comprendre, voilà, vous avez le cours, la deuxième partie n'est pas très importante. Nous avons deux grands volets. Nous avons les éléments qui nous orientent vers un dysfonctionnement musculaire et les éléments qui nous orientent vers un dysfonctionnement articulaire. Pour ce qui est articulaire, donc les anomalies, ça concerne surtout la région de l'articulation temporo-mandibulaire. Bien. Ça peut se manifester sous forme d'une inflammation ou bien ça peut être lié à des maladies dégénératives. Par contre, dans les dysfonctionnements musculaires, ça bien. Ça concerne les manifestations, ça peut être les réflexes d'éclissage. Nous avons dit le réflexe d'éclissage, c'est une douleur qui concerne les muscles où le système nerveux va faire activer en plus le muscle antagoniste pour contrarier le muscle qui est spasmé. Ça peut être des courbatures, des spasmes, des douleurs myofaciales, des inflammations au niveau des muscles, comme ça peut être des contractures. Je continue. Donc, les traitements, nous avons plusieurs types de traitements.
il y a surtout, comme je vous ai dit, c'est une urgence en parodontologie, donc nous avons le traitement d'urgence. Le traitement d'urgence concerne surtout, à premier lieu, toujours on essaye d'y aller vers les traitements qui ne sont pas invasifs, c'est-à-dire qui ne vont pas entraîner des modifications irréversibles. Dans ces traitements non invasifs, nous avons ce qu'on appelle la gouttière occlusale. La gouttière occlusale, c'est un dispositif prothétique pardon, qui a pour but d'empêcher les contacts dentodentaires. On appelle ça les inhibiteurs d'occlusion. Son but, c'est d'éliminer les dents antagonistes de rentrer en contact. Le but, c'est de guider la mandibule vers une position équilibrée, vers une position qui est antalgique. Donc, généralement, ce sont des dispositifs. Avant, on les fabriquait avec de la résine acrylique à froid et un monomère. Donc, on fait la prise d'empreinte et on fait le tracé de la gouttière sur les moulages. Donc, on prend l'occlusion haut et bas et on fait le montage sur un occluseur. L'idéal, c'est d'avoir un semi-adaptable pour bien transférer l'occlusion. À défaut, sur un occluseur charnière, il y a quelqu'un qui demande à rentrer. Bien, je pense qu'elle est rentrée, non? Bien, je continue. Et ensuite, on fait le tracé. Le tracé, il a les mêmes principes que toute prothèse, c'est-à-dire vous avez la zone du plus grand contour de la dent pour que la gouttière soit rétentive. Donc, elle ne doit pas dépasser, c'est-à-dire elle ne doit pas y aller au-dessous de la ligne du plus grand contour. Vous faites votre tracé. On fait augmenter l'occluseur à charnière de 2 mm parce que la gouttière ne doit pas avoir une épaisseur il faut qu'elle soit moins de 10 mm, elle n'arrive pas à 2 mm. Et par la suite, on fait notre coulée et on fait la livraison en bouche et on opère de la même façon qu'une prothèse, c'est-à-dire livraison, on fait équilibration. Ça, ce sont les différents dispositifs. Donc voilà, ces dispositifs occlusales, ils vont agir au niveau de 3 paramètres. Sur le psychisme, puisqu'on a vu un des facteurs inducteurs du DAM, ce sont le choc émotionnel. Donc sur le psychisme, elle agit sur l'occlusion et aussi elle agit au niveau de l'articulation. Donc, elle va modifier les récepteurs articulaires. Sur l'organe dentaire et sur les muscles, elle va inhiber aussi les éléments antalgiques. Et le but, c'est d'avoir une disparition de la douleur. Aussi, elle intervient au niveau des récepteurs desmodentaux, surtout pour éliminer les récepteurs nociceptifs. Si on vous renvoie vers le cours de desmodonte, vous avez les récepteurs de douleur qu'on retrouve au niveau du desmodonte. Le traitement peut être aussi médicamenteux, donc soit à la base dentalgique, donc vous avez vu ça dans votre cours de pharmaco, vous avez le premier palier, vous avez bien le deuxième palier, c'est-à-dire anti-inflammatoire et antalgique. On peut aussi aller vers le troisième palier comme les neuroleptiques ou bien les myorelaxants pour agir sur les différents facteurs inducteurs du DAM. Alors, le traitement aussi concerne un traitement dentoparodontal. Donc, quand on dit dentoparodontal, on élimine toutes les infections qui peuvent être aussi responsables d'une position d'évitement. C'est-à-dire, si vous avez une pulpite, par exemple, ou bien une desmodontite, le contact, il est douloureux. Donc, le patient, il va éviter ce contact. Quand il va éviter ce contact, il va déplacer sa mandibule et la douleur peut se déclencher au niveau articulaire ou bien au niveau musculaire. Donc, c'est pour ça que le traitement aussi peut être dentoparodontal, les poches parodontales, le traitement dentique, les traitements des caries aussi, si vous avez des rapports dentodentaires qui ne sont pas harmonieux, c'est-à-dire des rapports cuspide-fossette ou bien cuspide-crête marginale. Si vous n'avez pas ces rapports, la dent
antagoniste, si elle n'a pas de contact, elle va bouger pour rechercher le contact. On vous dit que la nature n'aime pas le vide, pardon. Donc, s'il n'y a pas un contact dento-dentaire, la dent antagoniste, elle va bouger à droite, à gauche, elle va égresser et ces modifications de l'occlusion vont entraîner une perturbation au niveau de l'ATM et aussi au niveau musculaire. Bien sûr, la perturbation ne va pas s'installer d'emblée, il va y avoir la phase d'adaptation. Si le problème n'est pas résolu, si l'appareil mandibulateur n'arrive plus à supporter cette position, donc les douleurs vont se manifester. Il faut toujours savoir que la douleur est un phénomène d'alarme. C'est pour vous dire que là, ça ne marche pas, là, il y a un problème, il faut traiter. Voilà, donc si vous avez des questions aussi, il faut me les poster, comme ça j'essaierai de répondre à la fin de votre à la fin de mon intervention. Je continue. Donc nous avons la thérapeutique occlusale en dernier lieu, c'est-à-dire les traitements irréversibles, c'est-à-dire si les rapports d'occlusion ne sont pas corrects, on va intervenir soit tout à l'heure, on a parlé de traitement d'urgence. Maintenant, on va parler de traitement à froid. Donc, le traitement à froid, nous allons parler de deuxième type de gouttières. Ces gouttières, le premier volet, ce sont les gouttières de reconditionnement neuromusculaire. Et là, nous avons plusieurs exemples. Vous avez le gig de Lucia, vous avez là ce qu'on appelle les plans de morsure rétro-incisive. Donc, regardez la gouttière. Vous avez des crochets cavaliers pour avoir la stabilité et vous avez, regardez, là ce qui est en rouge, c'est le papier articulé qui a marqué le contact des incisives du bas au niveau de la région rétro-incisive supérieure, surtout dans le cas de proalvéolie importante. Vous avez aussi une gouttière, celle de Ramphyor et H. Donc, le but de ces gouttières, elles ont toujours le même principe, repositionner l'articulation temporomandibulaire, éviter les contacts dentaires douloureux, donc éliminer les récepteurs desmodentaux et surtout retrouver une nouvelle position de la mandibule. Deuxième type de gouttière, ce sont les gouttières de repositionnement mandibulaire. Donc, nous avons vu les gouttières de reconditionnement neuromusculaire. Et deuxième volet, vous avez les gouttières de repositionnement mandibulaire. Donc, nous avons plusieurs volets de ces gouttières. Nous avons les gouttières de réduction, vous avez les gouttières de décompression et nous avons les gouttières de stabilisation. Les gouttières de réduction, on les indique surtout dans le cas de déplacement discal réductible. Elles peuvent être totales ou bien partielles. Elles doivent être portées continuellement 24 heures sur 24 heures, parfois jusqu'à 6 mois. Et dans certaines situations, on demande aux patients même de ne pas les enlever pendant les repas. Les gouttières de décompression, le but c'est de décomprimer l'articulation temporomandibulaire. C'est surtout dans le cas de luxation irréductible. Donc c'est dans le cas de DDI. Le but c'est de retrouver une position de l'articulation mandibulaire en adéquation avec le disque articulaire. Je continue. Les gouttières de décompression, donc on a vu de réduction, décompression, de stabilisation. Donc de stabilisation, on peut les placer chez les patients bruxomanes. Par exemple, ce sont surtout les patients qui ont tendance à trop serrer les dents avec de bons contacts occlusaux. Dans ce cas-là, le but, c'est surtout d'éviter les contacts exagérés, surtout la nuit, et de protéger les dents des abrasions et des pertes de substances. Deuxième partie du traitement, ça concerne l'équilibration occlusale. Et là, l'équilibration occlusale, c'est-à-dire nous allons
éliminer au niveau des dents. On appelle ça le meulage sélectif. Donc, il faut savoir que le meulage sélectif, il a des règles précises. Premièrement, nous n'allons pas éliminer au niveau des cuspides support. Vous savez très bien que nous avons les cuspides support et les cuspides de guidage. Donc, nous allons surtout vers les cuspides de guidage, c'est-à-dire permettre meilleur contact du côté travaillant et le côté non travaillant. Nous avons aussi les traitements. Donc, pour le meulage sélectif, je vous ai dit que c'est une technique qui est de plus en plus délaissée. Maintenant, on s'est rendu compte que l'articulation temporomandibulaire, elle peut accepter un étirement et là, on peut augmenter la DVO et ne pas éliminer au niveau des cuspides dentaires. Bien, aussi comme traitement équilibration occlusale, on peut avoir recours à l'orthodontie, surtout dans des cas où les, les, les interférences et les prématurités sont importantes. Donc, on préfère déplacer une dent pour avoir une meilleure position. On peut avoir aussi des restaurations prothétiques. Le but, c'est de rétablir la DVO, augmenter le nombre de contacts dentaires, répartir les contacts dentaires sur le maximum des dents, obtenir des relations cuspide-fossette ou bien cuspide-crête marginale. Souvent, aussi à la fin du traitement, puisqu'on a déplacé des dents ou bien on a fait des prothèses, on fait des contentions pour maintenir la stabilité de l'occlusion. Aussi, on peut avoir comme thérapeutique adjuvante, donc vous avez la physiothérapie, c'est-à-dire application de chaleur sèche. La chaleur sèche, c'est quoi? C'est on demande aux patients de chauffer ses mains, frotter les mains et les mettre au niveau de la région douloureuse. On peut traiter aussi par le froid, c'est-à-dire pour faire oublier la sensibilité au niveau d'un muscle douloureux. On peut aussi avoir, oui, on peut aussi avoir recours à d'autres moyens tels que la pressothérapie, c'est-à-dire la pressothérapie, c'est quoi? C'est agir au niveau des régions douloureuses, faire une pression. On vous dit souvent une douleur aiguë fait oublier une douleur chronique. On peut avoir aussi recours aux ultrasons, des stimulations électriques, donc ce sont des courants électriques de faible intensité. On peut avoir aussi des stimulations percutanées avec des électrodes. Donc tout ça. On peut avoir aussi d'autres techniques telles que les infiltrations par des anesthésiques locaux, par des corticoïdes. On peut avoir aussi recours à la kinésithérapie, donc ce sont des massages au niveau surtout des muscles spasmés chez les personnes qui sont restées en blocage, bouche fermée pendant très longtemps à la suite d'un accident, à la suite de troubles aigus au niveau du col condylien. On peut avoir aussi recours à la kinésithérapie, c'est-à-dire euh, plusieurs des massages, des mouvements précis. Là, vous avez des gestes que vous allez demander à votre patient avec mastication de chewing-gum. Tout ça, ce sont des moyens qui nous permettent de rétablir une position antalgique. Je réponds à votre question au fur et à mesure. C'est ça ce qu'on appelle la kinésithérapie. Elle peut avoir rapport à des bains chauds, tous les moyens nécessaires pour rétablir, contrôler la douleur. Aussi, on peut avoir recours à des traitements médicamenteux tels que les tranquillisants, les hypnotiques, les antidépresseurs, les différents moyens qui nous permettent de contrôler la douleur. Vous pensez que je vais trop vite? Non, j'y vais doucement. Dans quelle région? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans quelle région?
je pense en ce qui concerne les tests. On fait toujours le test du côté douloureux. Il y a quelqu'un qui me dit, je n'ai pas compris, Madame, Galaxy J4. Il faut me préciser ce que vous n'avez pas compris. Oui, on a fait cette partie. J'ai fait un résumé pour les personnes. Ça y est, il y a des gens qui attendent votre confirmation. J'ai fait entrer tout le monde. Alors, Madame, on fait quoi pour une luxation de l'ATM comme un traitement? Alors, la luxation de l'ATM, c'est-à-dire quand vous avez une bouche largement ouverte, on fait la réduction, vous avez la manœuvre de Nélatone, c'est-à-dire vous avez vu ça normalement en pâteau, vous mettez euh, les deux pouces au niveau de la région, au niveau de la face occlusale, et vous allez ramener la mandibule. Donc, le praticien en face du patient, il abaisse la mandibule. Il faut qu'il sente un abaissement. Ensuite, il le fait reculer en arrière. Ça, c'est pour la réduction de la luxation. Ensuite, on demande au patient de mettre un bandage, c'est-à-dire on va fixer la mandibule avec un bandage autour de la tête, du bas sous le menton vers le haut de la tête. D'accord? C'est comme ça qu'on fait la réduction de la luxation. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, je n'entends pas, réflexe déclissage. J'ai expliqué tout à l'heure le réflexe déclissage. On vous dit que le système nerveux central, il va développer le mouvement du côté opposé du muscle. Dans les muscles, nous avons les muscles antagonistes et protagonistes. Ça veut dire quoi? Si la mandibule se déplace vers le côté droit, donc les muscles du côté gauche vont se contracter, vont se décontracter pour permettre le déplacement de la mandibule. Dans le réflexe déclissage, vous avez un spasme musculaire. Donc, le système nerveux central va développer une activité intense du côté opposé pour aider le muscle à créer le mouvement. Donc, quand ce mouvement-là va se répéter, la douleur va se manifester. C'est ça ce qu'on appelle le réflexe déclissage. Vous avez la définition. Si vous n'avez pas compris, je peux toujours reprendre quand on va faire les parafonctions. S'il vous plaît, madame, allez-y doucement. Oui, d'accord. Je vais essayer au fur et à mesure. Alors, si l'atteinte est causée par une classe squelettique défavorable, oui. Si la pathologie est liée à un trouble squelettique, vous avez la chirurgie qui va améliorer les rapports des dents entre elles. Alors, c'est quoi le traitement dans le cas dégénératif de l'articulation? Dans le cas dégénératif, vous avez les anti-inflammatoires, vous avez les corticoïdes. Ça fait partie d'un syndrome général. Dans le cas, par exemple, des polyarthrites rhumatoïdes et tout. Donc, ça fait partie d'un syndrome général. La kinésithérapie, ce sont le recours au massage, l'application d'eau de mer, tout ça, c'est la kinésithérapie. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi ce cas? Ma sœur présente une ouverture très limitée à cause d'un choc psychique et ça a causé déviation de l'ouverture et un blocage. Il faut consulter, c'est ça ce qu'on appelle le DAM. Bien. Luxation réductible. La luxation réductible, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand le disque articulaire se place en avant de l'ATM. Donc, pendant vous avez un mouvement de rotation, ensuite l'ATM il va se bloquer, il va faire un ressaut et on entend un claquement. C'est lorsque l'ATM va sauter pour rejoindre le disque. On appelle ça une luxation discale réductible. Bien, je pense avoir répondu à vos questions. Et enfin, nous avons les traitements médicamenteux. Nous avons vu dans les étiologies que ça peut être un choc émotionnel. C'est pour ça qu'on a recours aux tranquillisants. Parfois, ça fait partie d'un syndrome général. Quand on a fait le cours, je vous ai parlé du syndrome de Marfan. Donc, vous avez hyperlaxité ligamentaire aussi. Donc, la personne a la tendance à avoir une hyperlaxité ligamentaire. Voilà, j'ai terminé mon cours. Je vous remercie si vous avez encore des questions.
Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Madame, j'ai pas compris le réflexe d'éclissage. D'accord, je vais vous renvoyer vers la définition. C'est pour qu'on va la lire ensemble et vous allez comprendre c'est quoi ce réflexe d'éclissage. Alors, si vous avez d'autres questions, regardez dans la définition.